Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 mars. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Baya et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, face aux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium à 25%, l'Europe riposte. On voit que la Commission européenne préfère choisir des produits qui peuvent évidemment toucher l'économie américaine, mais on n'est pas encore dans la grande démonstration de force. En 10 ans, la dette mondiale a bondi de 50%, pesant désormais 3 fois le PIB mondial. Maintenant, on est passé à plus de 300 000 milliards de dettes, ce qui est énorme. Restez bien à l'écoute. Z sur 7, c'est maintenant. Z sur 7 à la une. Face aux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium, désormais à 25%, la Commission européenne contre-attaque. L'Europe n'entend pas rester sans réaction face à Donald Trump. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. The countermeasures we take today are strong. Les contre-mesures que nous prenons aujourd'hui sont fortes mais proportionnées. Alors que les États-Unis appliquent des droits de douane d'une valeur de 28 milliards de dollars, nous répondons avec des contre-mesures d'une valeur de 26 milliards d'euros. Cela correspond à l'ampleur économique des tarifs imposés par les États-Unis. L'Europe choisit une riposte mesurée, gardant une ouverture au dialogue. Ces sanctions se déploieront en 2 étapes. Première échéance, le 1er avril, avec des droits de douane ciblant des symboles américains comme les motos, les jeans et le bourbon, pour une valeur de 8 milliards d'euros. Philippe Ledan, économiste. On voit que la Commission européenne préfère choisir des produits qui peuvent évidemment toucher l'économie américaine, mais on n'est pas encore dans la grande démonstration de force. Ce sont des produits où, d'un point de vue européen, on peut facilement trouver un substitut. Donc pour le consommateur européen, l'impact devrait être relativement limité. Une deuxième vague de contre-mesures est annoncée pour le 13 avril. En cas d'échec des négociations, elle représentera 18 milliards d'euros. La Belgique, de son côté, évalue les risques. Si les tarifs sur l'acier et l'aluminium restent marginaux, la guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis pourrait affecter d'autres secteurs clés de son économie. C'est essentiellement des produits pharmaceutiques, et évidemment notamment les fameux vaccins, et de la chimie. Ce sont vraiment les 2 grands pôles, nos 2 spécialisations d'exportation vers les États-Unis. Et donc si ces secteurs-là étaient massivement touchés, eh bien alors l'impact sur l'économie belge, c'est ça le gros de l'impact sur l'économie belge, c'est au travers de ces 2 secteurs. Avec 16,4 milliards d'euros d'exportation en 2023, le secteur pharmaceutique pèse lourd dans nos échanges avec les États-Unis. Un enjeu majeur qui pourrait avoir des répercussions directes sur notre PIB. À ce moment-là, on pourrait théoriquement avoir un impact jusque, on va dire, 0,2 à 0,3% du PIB. Donc, c'est une perte qui pourrait être liée au fait qu'avec l'introduction de tarifs à l'importation, il devrait y avoir un ralentissement du flux d'exportation. Et ce ralentissement du flux d'exportation provoque un ralentissement de valeur ajoutée créée en Belgique. Et donc, on en arrive à ce fameux 0,2, 0,3% du PIB. Ces négociations seront déterminantes pour l'Europe et pour la Belgique. Avec cette contre-offensive, l'UE parle désormais le même langage que Donald Trump. Selon Philippe Ledan, l'Europe, comme la Chine, le Canada et le Mexique, doit apprendre à naviguer dans ces nouvelles règles du commerce international. Il s'agit désormais de trouver les stratégies et outils les plus efficaces pour riposter. Pour l'instant, la Maison-Blanche reste silencieuse, mais pas pour longtemps. Z sur 7 à la une. En une décennie, la dette mondiale a augmenté de 50%. Un fardeau colossal qui pèse désormais 3 fois le PIB mondial. Bertrand Candelon, économiste. En 2020, on était à 200 000 milliards de dettes. Maintenant, on est passé à plus de 300 000 milliards de dettes, ce qui est énorme.
Les crises successives, du Covid à la transition climatique, ont alimenté cette hausse de la dette, poussant les États à accroître leurs dépenses. Conséquence, la charge de la dette se renforce. C'est un peu ce qui se passe en ce moment sur les marchés obligataires. On voit que le taux d'intérêt associé à la dette souveraine dans les pays européens augmente parce qu'ils dépensent plus. Donc il y a plus de risques. Le cas extrême, si un pays ne peut plus payer ou un ménage ne peut plus payer, il y a une banqueroute. Donc on parle de défaut et donc un pays décide de plus payer. Mais ça veut dire que ceux qui ont acheté des titres d'État ou qui sont les créditeurs, ne seront plus remboursés. Donc c'est comme ça que se transmet une crise de la dette sur, par exemple, les ménages ou les institutions financières qui sont les premiers acheteurs des dettes publiques, par exemple. L'énorme endettement laisse aux États de moins en moins de flexibilité en cas de crise future. Le remboursement de la dette pourrait devenir la première dépense des États européens. On va se rendre compte dans les années à venir que la charge de la dette pour les pays européens, ça va être le poids le plus important du budget. Il y a 2400 milliards à trouver au niveau européen. C'est un challenge. L'endettement entraîne une perte de souveraineté pour les États. Pour retrouver de l'équilibre, il faudra ajuster les finances publiques, mais ce sont les jeunes générations qui devront assumer le fardeau. Z sur 7 à la une. Les voitures Miles disparaissent des routes belges. Dans un communiqué, le leader allemand de l'autopartage dénonce le vandalisme à Bruxelles, aussi bien de la part des passants que des utilisateurs. Poppy, principal concurrent de Miles, subit le même phénomène. Pierre de Schaatsen, directeur marketing de Poppy. C'est une problématique qu'on a tous, que Miles a pris de plein fouet en arrivant avec 1400 voitures. Directement, ils en ont fait les conséquences. Poppy, heureusement, la réalité a fait qu'on a dû grandir petit à petit, d'une petite flotte, arriver à gérer cette problématique pour nous permettre de grandir jusqu'à la flotte de plus de 2000 voitures que nous avons aujourd'hui. Poppy a mis en place des mécanismes pour identifier les mauvais conducteurs. En fonction des données collectées, l'opérateur prévient les clients concernés avant d'appliquer des amendes ou de suspendre leur compte. C'est les mêmes personnes qui vont conduire dangereusement, qui vont pas respecter la propreté des voitures, qui vont causer des accidents. On se base en partie sur nos propres données, les données que le véhicule nous remonte, mais aussi les données de notre communauté qui fait remonter énormément d'informations. Cambio connaît peu le vandalisme des clients. Son modèle repose sur le fait que les voitures reviennent toujours à leur point de départ, où une place de parking est réservée, évitant ainsi les problèmes. Frédéric Van Maleghem, directeur de Cambio Bruxelles. C'est vrai que l'inscription chez Cambio est un petit peu plus lente, plus complexe, il y a un petit film à regarder, un petit test à passer, envoi de carte d'identité, permis de conduire. Il est possible qu'il y ait un screening un peu plus important chez nous au moment de l'inscription, ce qui peut évidemment diminuer quasiment à zéro ce vandalisme interne. Cette notion de vandalisme interne chez nous n'est pas mesurable, en tout cas tellement c'est négligeable. Le vandalisme pourrait bien être un prétexte pour camoufler un problème plus profond, la rentabilité du secteur en Belgique. Frédéric Van Maleghem, directeur de Cambio Bruxelles à nouveau. Le secteur du free floating n'est pas facilement viable économiquement. Je ne connais pas beaucoup d'exemples en Europe de viabilité. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont venus à Bruxelles, qui sont partis, qui n'ont pas réussi à trouver de la viabilité. Et il ne peut performer en tout cas que dans les très grandes villes. Pour le moment, en Belgique, c'est Anvers et Bruxelles. Se partager le marché bruxellois, je pense que ça a été un fameux enjeu pour Poppy et Miles. Et donc, il n'y avait peut-être pas la place pour deux acteurs non plus. Miles abandonne peu à peu le marché belge pour se focaliser sur l'Allemagne. La flotte de 1400 véhicules sera progressivement mise hors service dans les semaines à venir. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Donald Trump a-t-il déjà brisé l'économie américaine ? Gaël Poncelet reçoit Pierre-Henri Thomas. Dans le dossier Trends Tendance de cette semaine, celui-ci revient sur les répercussions des décisions du président. En 2 mois seulement, Trump a fait plus de mal à l'économie occidentale que la Russie en 40 ans de guerre froide. La bourse américaine est en chute et le pays redoute une récession. Le vent a tourné aux États-Unis, analyse Pierre-Henri Thomas. Premièrement, une question bien claire est posée. Donald Trump n'a-t-il pas cassé l'économie américaine ?
N'est-il pas un peu tôt pour se poser cette question ? Oui, en 40 jours, en effet. C'est ce que disent d'ailleurs les gens de la Maison-Blanche. Si tout va mal, enfin disons que s'il y a un sentiment de défiance qui est dans l'économie, c'est surtout parce que c'est la conséquence de ce qui s'est passé auparavant avec Joe Biden. Je ne peux pas dire qu'ils ont raison quand même, parce que l'économie sous Joe Biden fonctionnait très bien, le chômage était au plus bas, la croissance était très très bonne, beaucoup plus meilleure qu'en Europe. Et donc en fait ce qui s'est passé depuis quelques semaines, c'est qu'on a instillé une telle dose de défiance que les gens se posent des questions, et même Donald Trump a dit que la réforme qu'il voulait faire était tellement profonde qu'il ne voulait pas exclure qu'il y ait une récession aux États-Unis cette année. Deuxièmement, nous en parlons de cette récession. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes et de craintes. On le voit au niveau des marchés qui se sentent totalement déboussolés. C'est assez rare de voir tout le monde dans le même sens. Mais pas le bon ? Oui, en effet, mais pour deux grandes raisons. La défiance, on en a parlé, elle prend sa source à deux lieux finalement. Le premier, il est extérieur, c'est la guerre commerciale, et ça, la bourse n'aime pas du tout. Tout simplement parce que ce que Donald Trump veut faire, c'est tout rapatrier comme industrie, comme activité aux États-Unis, mais on prend l'exemple de l'industrie automobile. Elle a mis des années et des années pour construire une chaîne de valeur entre le Mexique et le Canada, par exemple, et les États-Unis, et il y a des pièces qui sont assemblées partout, qui font des allers-retours entre frontières. Comment refaire une chaîne de valeur à l'intérieur des États-Unis? Ça prendra des années. Et donc, entre-temps, eh bien, les constructeurs vont beaucoup souffrir. Et l'autre élément de défiance, il est intérieur. C'est le DOGE, le fameux département d'efficacité gouvernementale d'Elon Musk. Lui, il licencie, il gèle des budgets, mais il gèle des budgets qui, par exemple, servaient de base à une activité pour les fermiers, qui avaient des contrats, notamment pour l'extérieur, pour l'aide alimentaire dans les autres pays. Mais là, USAID, donc le département de développement d'aide au commerce extérieur, est fermé, presque, ou des contrats pour alimenter les écoles. Mais là aussi, on ferme. Et donc, ces gens ont acheté des machines dans l'idée de produire plus, et maintenant ils se retrouvent gros gens comme devant. Donc tout ça fait en sorte que ça fait beaucoup, et un indicateur important, celui de la Fed d'Atlanta, c'est une sorte de modèle, on met des statistiques dedans et puis on voit ce que ça donne, montrait déjà que l'économie américaine serait en récession au premier trimestre de moins 2,8%. Alors c'est exagéré bien sûr, mais ça veut dire quand même qu'il y a des choses que le vent a tourné. Finalement, les indicateurs ne sont clairement pas au beau fixe. Mais si nous écoutons Donald Trump, tout cela est normal. Il s'agit seulement d'une période transitoire et tout finira par aller mieux. Est-ce la vérité ? Malheureusement pas. Je veux dire que l'économie, finalement, c'est comme un yaourt. Vous avez une marque préférée, vous allez au supermarché, vous le prenez, et puis tout à coup, il change de goût. Vous n'allez pas y retourner le lendemain pour en racheter un nouveau paquet. Donc ça prendra du temps. Quand la confiance est cassée, ça prend un certain temps pour la rebâtir, même des mois, voire des années. Les consommateurs vont surtout pas consommer beaucoup plus s'ils ont des craintes sur leur pension, parce que la bourse va mal, et aux États-Unis, quand la bourse va mal, ça touche directement la capacité de richesse des ménages. Et les entreprises qui ne savent pas s'il va y avoir un tarif aux États-Unis, au Canada ou pas, où vont-elles investir, comment? Donc elles ont tout intérêt finalement à attendre que ça se tasse, mais ça peut prendre des mois. Et donc, c'est ça le problème. C'est qu'une économie à l'arrêt pendant des mois, c'est une récession. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Et pour clôturer cet épisode, Thomas Leclerc de la banque Degroof Petercam revient sur les chiffres de l'inflation américaine et sur la volatilité des marchés. Il évoque également la hausse importante du rendement sur le Bund allemand. L'inflation aux États-Unis, ce sont des chiffres qui sont souvent attendus par les marchés. On se demande alors ce qu'il en ressort. Alors oui, l'inflation a diminué à 2,8% en février, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour la Fed. Et si cette tendance se poursuit, pourrait également amener la Fed à continuer son rythme d'assouplissement de la politique monétaire. Si on prend l'inflation de base, elle s'établit aujourd'hui à 3,1%. En dessous également des prévisions. Les marchés financiers ont d'abord réagi positivement à cette nouvelle avant d'hésiter à nouveau suite aux nouvelles sur les tarifs douaniers. On observe une forte volatilité des marchés ces derniers temps. Bien que les incertitudes soient monnaie courante, elles semblent aujourd'hui particulièrement violentes. Alors oui, il y a toujours une part d'incertitude, et les marchés sont habitués à gérer les risques.
Cependant, ici, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ici la volatilité. L'un des plus déterminants est l'incertitude économique et politique, en particulier aux États-Unis. L'administration de Donald Trump multiplie les changements de cap en matière de politique commerciale, fiscale et de régulation, ce qui crée et complique la tâche des analystes et des entreprises qui, dans un tel environnement, devient très compliqué finalement d'arriver à avoir une trajectoire de bénéfices prévisible. Ça pousse les marchés à ajuster brutalement les valorisations également. Revenons à l'Europe. On peut se demander si une augmentation du Bund allemand, ce n'est pas un peu inquiétant également. Alors non, selon nous, ce n'est pas inquiétant. En fait, le marché ne doute pas de la capacité de l'Allemagne à financer ses dépenses. L'Allemagne affiche, je le rappelle, un taux d'endettement très sain, à 64%. Si on compare à quelques pairs en Europe, par exemple la Belgique, à 105%, la France, 112%, ou même l'Italie, 135%, l'Allemagne dispose finalement d'une belle marge de manœuvre à ce niveau-là. À ce stade, il y a plusieurs manières d'interpréter cette hausse. Alors d'après notre analyse, c'est le taux réel qui augmente, c'est-à-dire le taux net d'inflation, ce qui signifie que les investisseurs parient sur une amélioration des perspectives de croissance à moyen terme pour l'Allemagne. En d'autres termes, ils sont prêts à exiger une rémunération plus élevée parce qu'ils anticipent de meilleurs fondamentaux pour l'économie. Alors pourquoi ? Parce que fait, finalement, l'Allemagne va financer des investissements structurants. On sait qu'en Allemagne, les infrastructures sont vieillissantes et ils vont également pouvoir financer ces infrastructures et la défense. Il faut bien distinguer l'emprunt pour l'investissement de l'emprunt pour des dépenses courantes. L'emprunt pour l'investissement vise à dynamiser l'emploi et améliorer la productivité. Quand on parle des dépenses courantes, ça n'a pas le même impact pour l'économie. On constate tout de même un décalage. Nous avons un rendement à long terme des taux qui augmente et en face, nous avons une BCE qui baisse ses taux à court terme. Alors c'est effectivement un point intéressant. La BCE a baissé ses taux encore la semaine dernière pour faciliter l'accès au crédit et soutenir l'économie. À court terme, en Europe, ce n'est pas encore l'effervescence. Parallèlement, le marché anticipe une amélioration des perspectives à moyen terme et exige donc des rendements plus élevés, comme je le disais, sur le long terme. C'est un phénomène de steepening, c'est-à-dire de pontification de la courbe des taux. Autrement dit, cette divergence reflète deux réalités complémentaires, le besoin immédiat de stimuler l'économie et la confiance des investisseurs dans une amélioration future. Alors en résumé, même si l'augmentation des rendements implique des coûts de financement plus élevés pour l'État, en l'occurrence l'État allemand, c'est surtout un signe positif. Cela montre qu'en fait les investisseurs ont confiance, les marchés ont confiance dans la capacité de ces investissements à booster le potentiel de croissance de l'économie sur le long terme et ne reflètent pas, selon nous, une défiance quant à la capacité de l'État allemand de honorer ses engagements. Merci pour votre tour de l'actualité journalier, merci à vous pour votre fidélité et demain matin nous serons de nouveau à votre écoute. À quoi va servir cet épisode, Béatrice ? Voilà pour aujourd'hui. Z sur 7 s'arrête ici, mais vos analyses économiques et les dernières infos vous attendent demain. Merci de nous avoir suivis. À demain. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 € d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 €. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.